Oh yeah! Bonjour! Alors aujourd'hui, nous allons donner suite à la première vidéo de cette série qui portait sur les cycles de marché. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous conseille très fortement de la regarder pour être sûr de bien tout comprendre. Je vous mets le lien dans la description. Dans cette première vidéo, je vous parlais pourquoi les cycles traditionnels ont changé et je vous expliquais que les cycles traditionnels duraient en moyenne 4 ans avant de changer avec les cycles qu'on connaît actuellement. 4 ans, ça ne vous rappelle rien ? 4 ans, exactement comme le Bitcoin, sauf que les cycles traditionnels n'avaient pas de halving. Est-ce un chiffre au hasard? Regardez la première vidéo pour mieux comprendre. Et surtout, pensez à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo, la dernière de cette série, où nous parlerons de pénurie de Bitcoin et nous verrons comment ajuster le tir et investir intelligemment en tenant compte de toutes les dérives de ces nouvelles dynamiques de marché. Alors, parlons maintenant d'ETF Bitcoin. Un ETF ou un fonds négocié en bourse, c'est un produit financier qui permet aux investisseurs d'acheter une part d'un portefeuille d'actifs sans posséder directement ces actifs. Dans le cas des ETF Bitcoin, cela signifie que les investisseurs peuvent s'exposer au Bitcoin sans avoir besoin de l'acheter, de le stocker et de le sécuriser eux-mêmes. Alors comment ça marche? Eh bien, lorsqu'un investisseur achète des parts d'un ETF Bitcoin, le gestionnaire du fonds, par exemple BlackRock, Fidelity, etc., doivent acheter une quantité équivalente de Bitcoin pour garantir la valeur de l'ETF. Ensuite, ces Bitcoins sont stockés par un dépositaire et servent de réserve pour couvrir les parts vendues aux investisseurs. Et enfin, l'ETF est ensuite négocié en bourse, ce qui permet aux investisseurs d'acheter et de vendre des parts sans avoir besoin d'interagir avec des exchanges de crypto-monnaies. Alors pourquoi c'est important? Eh bien parce que ça facilite l'accès au Bitcoin pour les institutionnels et les investisseurs traditionnels. Ça augmente la liquidité du marché du Bitcoin. Mais cela peut aussi introduire de nouveaux risques parce que le Bitcoin détenu par les ETF peut être entre autres utilisé pour influencer les marchés. Et c'est justement ce que nous allons explorer en profondeur aujourd'hui. Alors, laissez-moi vous parler de BlackRock, qui est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, dont l'influence massive sur les marchés financiers soulève des préoccupations quant à une potentielle crise systémique. Cette puissance financière sans précédent, fondée en 1988, gère des actifs totalisant plus de 11 000 milliards de dollars. 11 000 milliards de dollars! Pour mettre ça en perspective et que vous compreniez mieux ce que ça représente, c'est 6 fois le PIB de l'Espagne. 6 fois le PIB de l'Espagne. Cette concentration de richesse dans une seule entité confère à BlackRock une influence considérable sur l'économie mondiale. Et pas que l'économie, on parle aussi d'influence politique. Avec autant d'argent, on peut tout acheter. Mais ceci n'est pas le sujet de cette vidéo. Revenons à BlackRock, qui est également un acteur majeur dans le domaine des fonds négociés en bourse, donc les ETF. Son iShare Bitcoin est devenu le plus grand fonds de Bitcoin au monde, possédant à lui seul un peu moins de 600 000 Bitcoins, accumulés en moins d'un an. Ils ont acheté quasiment 600 000 Bitcoins en moins d'un an. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça implique. Ça représente plus de 50 milliards de dollars d'actifs et c'est l'ETF qui connaît la croissance la plus rapide de tous les temps. Et à eux seuls, ils possèdent 50% de tous les ETF Bitcoin. Ils accumulent à une vitesse phénoménale. Entre octobre 2024 et février 2025, ce sont plus de 227 000 nouveaux Bitcoins qui sont entrés dans leur portefeuille en seulement 5 mois. Les ETF Bitcoin, tous gestionnaires de fonds confondus, détiennent désormais plus d'1 million de bitcoins, dépassant même les avoirs de Satoshi Nakamoto, ce qui représente 6% de l'offre totale. Une telle concentration de bitcoins entre les mains d'une seule entité pourrait influencer significativement les prix et la liquidité du marché, augmentant ainsi le risque de manipulation, et pas que. Voici 3 exemples parmi tant d'autres des risques potentiels pour l'économie mondiale. Donc un risque systémique bien évidemment, en gérant une part aussi substantielle des actifs mondiaux, une défaillance ou une mauvaise gestion chez BlackRock pourrait entraîner des répercussions économiques mondiales, affectant divers marchés et institutions financières. Et là je ne parle pas que du Bitcoin, je parle de tout ce qui gère.
Bien évidemment, il y a aussi les conflits d'intérêts. Avec des participations significatives dans de nombreuses entreprises, BlackRock pourrait se retrouver dans des situations où les intérêts de ses clients sont en conflit, soulevant des questions sur l'impartialité de ses décisions d'investissement. Et bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, une influence politique majeure. La capacité financière de BlackRock lui permet de peser sur les décisions politiques et réglementaires, potentiellement au détriment de l'intérêt public. Potentiellement, je l'ai mis pour rester diplomate, mais on pourrait l'enlever dans cette phrase. Et ça, eh bien, c'est pas de la science-fiction. Les lobbyistes existent depuis longtemps et on sait tous comment ça fonctionne. La concentration d'un pouvoir financier aussi immense dans une seule société est préoccupante. Je voulais juste vous donner le contexte, mais si ce sujet vous intéresse, je vous invite à regarder l'excellente vidéo qu'a fait Money Radar Crypto sur ce sujet. Je vous mets le lien dans la description. Si vous ne savez pas comment tout ça fonctionne, vous allez vraiment être choqué devant autant de contrôle. Alors maintenant que vous avez le contexte et les explications sur les cycles et les produits dérivés que nous avons vus dans la première vidéo, et maintenant que vous savez ce qu'est un ETF, vous allez pouvoir mieux comprendre la suite. Comme on vient de le voir, lorsqu'un investisseur achète des parts d'un ETF Bitcoin, le gestionnaire de fonds utilise ces fonds pour acheter une quantité équivalente de Bitcoin qui est ensuite stockée en toute sécurité. Donc ça, c'est la théorie. Déjà, je fais juste une parenthèse, il n'y a rien qui nous prouve que c'est fait, hein, mais bon. Imaginons que ce soit fait, c'est censé fonctionner comme ça. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer lors de la vente de ces ETF ? Alors sachez que lorsqu'un investisseur souhaite vendre ses parts d'ETF, le gestionnaire de fonds n'est pas nécessairement obligé de vendre une quantité équivalente de Bitcoin. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que confier autant de Bitcoin à des investisseurs qui n'y connaissent absolument rien au cycle de crypto-monnaie et qui ne sont pas habitués à autant de volatilité, c'est un risque majeur. Parce que si le gestionnaire de fonds est obligé de vendre des bitcoins à chaque fois, est-ce que vous imaginez la panique sur les marchés ? Dès qu'un petit investisseur voit qu'on descend, il est pris de panique, il vend tout, ça créerait une panique et des cascades de liquidation en tout genre sur les marchés. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'autant plus que je vous rappelle que nous parlons ici de l'ETF Bitcoin le plus important au monde. Imaginez ce désastre si une vente massive était déclenchée par la peur. Le marché pourrait connaître une chute brutale, amplifiée par un effet domino de liquidation sur les plateformes de trading. Donc c'est pourquoi la manière dont ces fonds gèrent leurs ventes et rachats est cruciale pour la stabilité du marché. Si les gestionnaires d'ETF Bitcoin ne vendent pas immédiatement tous les bitcoins correspondant au rachat des investisseurs, eh bien, ils disposent de plusieurs stratégies pour optimiser ces avoirs et maximiser, encore une fois, leur rentabilité. Cette boîte de Pandore pourrait donc éviter le cataclysme dont je parlais plus tôt en amortissant les chocs d'une vente massive. Mais, on est dans un monde de dualité, mais elle pourrait quand même générer d'autres crises. Alors regardons ça de plus près. Les bitcoins détenus par les ETF peuvent être prêtés à d'autres institutions financières, hedge funds ou traders qui ont besoin de liquidités pour leurs opérations de trading. Par exemple, ils peuvent faire des prêts sur marge. C'est-à-dire que les institutions peuvent emprunter des bitcoins contre des garanties, donc c'est ce qu'on appelle un collatéral, ce qui leur permet de shorter le bitcoin, vendre à découvert et influencer son prix. Donc pour ceux qui ne comprennent pas ce mécanisme, laissez-moi vous le réexpliquer. Le short, c'est une stratégie qui permet de parier sur la baisse du prix d'un actif. Donc une institution va acheter des bitcoins comme on vient de le voir, et ensuite elle va les vendre immédiatement sur le marché à un prix très élevé. Si le prix du bitcoin baisse, eh bien elle rachète ensuite des bitcoins à un prix inférieur. Ensuite, elle rend les bitcoins empruntés, puisqu'elle vient d'en racheter à un prix moindre, eh bien elle peut rembourser les bitcoins qu'elle a empruntés et elle empoche la différence comme un profit. Voyons maintenant un autre exemple. Ils peuvent aussi faire la génération de revenus passifs avec l'ETF directement. Par exemple, les ETF peuvent générer des intérêts en prêtant leurs bitcoins, augmentant ainsi leur rendement sans avoir à vendre les bitcoins. D'où l'importance du narratif du RWA. Pour eux, c'est une boîte de Pandore qui vient de s'ouvrir. Alors, quels sont les risques ? Eh bien, si un emprunteur fait faillite ou ne peut pas rembourser son prêt, les bitcoins prêtés pourraient ne jamais être récupérés et ça augmente les risques systémiques. Ensuite, eh bien, ils pourraient utiliser les bitcoins pour faire du staking ou du yield farming indirectement.
Alors bien que le Bitcoin ne soit pas un actif en Proof of Stake, certains ETF pourraient placer leur Bitcoin sur des plateformes de lending décentralisées. Le lending, c'est le fait de déposer les Bitcoins sur une plateforme pour obtenir un rendement, donc des intérêts payés par les emprunteurs. C'est-à-dire qu'on prête de l'argent contre des intérêts. Quels sont les risques de tout ça? Eh bien, les protocoles de lending peuvent très bien s'effondrer en cas de crise de liquidité. On l'a déjà vu avec Celsius, par exemple, en 2022, et bien d'autres. Ensuite, qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec leurs ETF de Bitcoin? Eh bien, ils pourraient réinvestir via des produits dérivés pour manipuler les marchés. BlackRock et d'autres grands gestionnaires d'ETF pourraient utiliser ces Bitcoins en combinaison avec des contrats à terme et des options pour couvrir leur position et manipuler les prix, comme on l'a vu précédemment. Par exemple, ils pourraient utiliser la couverture avec des futurs, c'est-à-dire qu'ils prêtent des bitcoins à des traders institutionnels qui vont shorter le marché, donc cela peut contribuer à des baisses de prix temporaires, leur permettant de racheter du bitcoin à moindre coût, donc c'est ce qu'on vient de voir, et c'est exactement ce qu'il se passe depuis le mois de décembre, c'est ce qu'on appelle la période d'accumulation. Le dernier d'ailleurs ayant eu lieu entre mars et novembre 2024. Vous voyez bien que le marché du bitcoin en ce moment, il est totalement créé artificiellement. On est coincé dans un range alors qu'on a des super bonnes nouvelles et le prix décolle pas. Vous voyez bien que c'est de la manipulation brute. Ensuite, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Eh bien justement, il pourrait faire de la manipulation avec des options, en utilisant des stratégies complexes avec les options d'achat, les calls, ou des options de vente, les puts. Ils peuvent orienter le marché dans la direction souhaitée. Alors quels sont les risques? Eh bien en utilisant des produits dérivés, ils peuvent provoquer des corrections brutales pour forcer la liquidation des traders à levier, créant ainsi des mouvements de prix artificiels. Exactement ce qu'on voit. Regardez ce qui s'est passé là depuis le mois de décembre. Je n'ai jamais vu autant de mèches dans un temps aussi court. C'est de la manipulation, une fois de plus, brute pour aller liquider tous les leviers et récupérer de l'argent au passage. Sinon, ils peuvent aussi garder les bitcoins en réserve pour amortir les chocs du marché. BlackRock pourrait choisir de ne pas vendre immédiatement les bitcoins adossés aux ETF pour lisser les variations des prix et éviter des chutes brutales. Donc ils peuvent soit absorber les ventes, soit créer des phases de distribution contrôlée. Si trop d'investisseurs vendent leurs ETF en même temps, BlackRock pourrait éviter de vendre immédiatement ses bitcoins et utiliser des liquidités disponibles pour gérer les rachats. Mais encore faut-il qu'ils disposent des liquidités nécessaires en cas de cascade de liquidation. S'ils prêtent leurs bitcoins ou qu'ils les mettent en collatéral et que le prix chute trop brutalement ou trop rapidement, qu'est-ce qui va se passer? Et si les emprunteurs ne peuvent pas rembourser? Et si le marché se retourne violemment? Quand on fait confiance à un tiers, il y a toujours un risque. L'histoire nous l'a prouvé à maintes reprises. Il faut donc leur faire confiance dans la gestion de ces centaines de milliers de bitcoins. Je vous rappelle que l'ensemble des gestionnaires des fonds possèdent à ce jour plus de 6% de l'offre totale de bitcoin et BlackRock en possède 50%. On a intérêt à leur faire sacrément confiance. Vous allez me dire, on n'a pas le choix. C'est un fait. Quant aux phases de distribution contrôlée, elles consistent à étaler leurs ventes sur plusieurs mois, rendant les corrections plus progressives et moins violentes, plutôt que de vendre en masse et de faire s'effondrer les prix. Ce qui pourrait augmenter donc la durée des cycles. Parce que ça prend du temps d'accumuler. On a accumulé pendant 8 mois en 2024 et là ça fait déjà quasiment 3 mois qu'on accumule. Mais rendez-vous bien compte que pour la phase de distribution, ce sera la même chose. Ça va prendre plusieurs mois. Sauf que dans un cycle de 4 ans, c'est un petit peu trop compressé. Alors maintenant qu'on a vu tout ce qu'on a pu voir sur les ETF, j'aimerais vous expliquer autre chose. Parce qu'il faut savoir regarder derrière et lire entre les lignes. Là, je vous ai expliqué des choses qui sont brillantes et qui sautent aux yeux et que tout le monde est capable de comprendre ou en tout cas déduire. Maintenant, moi, je me suis posé la question de savoir mais pourquoi ils vendent autant de bitcoin reliés, adossés à l'ETF, parce que c'est pas dans leur intérêt. S'ils l'achètent et qu'ils le vendent avec aussi peu de marge, c'est pas dans leur intérêt. Je me suis demandé comment ils faisaient pour gagner leur argent avec les ETF. Alors, certes, ils ont des frais de gestion et ils ont sûrement un spread, c'est-à-dire que c'est une différence entre le prix du bitcoin et le prix auquel ils le vendent. Oui, eux, ils se gardent la marge, un peu comme quand on convertit des euros en dollars, par exemple.
Donc là-dessus, ils doivent sûrement se faire de l'argent et sûrement avec d'autres façons. Mais si on regarde bien, c'est des frais qui sont quand même minimes. Je veux dire, alors oui, à hauteur de plusieurs millions de clients, ça commence à faire de l'argent, mais je vous rappelle qu'on s'adresse à des requins et je doute qu'ils ne se satisfassent que de cette petite part ridicule. Du coup, comment est-ce qu'ils pourraient gagner leur argent et quel serait leur intérêt à vendre autant de Bitcoin? Là, suite à la cascade qu'on a eue ces 2 derniers jours, il me semble de mémoire, alors à vérifier parce que je ne voudrais pas dire de conneries, mais il me semble de mémoire qu'ils ont liquidé, donc ils ont vendu pour 900 millions de Bitcoin. C'est énorme, c'est une des plus grosses sorties, je crois, depuis l'ETF, la sortie de l'ETF. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à gagner là-dedans? Je ne comprends pas pourquoi acheter si bas et revendre si bas, ça ne fait pas trop de sens en fait. Donc je me suis posé la question et c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer avec les produits dérivés. C'est une manipulation de plus. Comme vous le savez, pour faire baisser le prix du Bitcoin, eh bien, par exemple de 2%, eux ils sont sur Coinbase, on sait que BlackRock est sur Coinbase, donc pour faire baisser le prix du Bitcoin de 2% sur Coinbase, à date, il faut qu'on vende pour 17 500 000 dollars de Bitcoin. Si on vend cette somme, eh bien, le prix va diminuer de 2%. Ce chiffre, il change en permanence. Ça dépend de tout un tas de choses et on s'en fout, c'est pas la question. Donc, si on regarde mon graphique, pour passer de là à là, ça fait 13%, on va arrondir à 10% pour l'exemple. C'est-à-dire que pour faire baisser de 10%, si je regarde CoinMarketCap, 17 millions pour 2%, donc j'en veux 5 fois plus, donc 17 millions fois 5, ça fait 87 millions de dollars. Donc pour ce mouvement de là à là, il faut qu'il y ait eu quasiment pour 90 millions, allez on va arrondir à 100 millions, il faut qu'il y ait eu des ventes pour 100 millions de dollars de Bitcoin pour pouvoir baisser de 13%. Même chose ici, et là 22%, donc on va arrondir à 200 millions de dollars, c'est-à-dire pour faire ce mouvement baissier, il a fallu vendre pour 200 millions de dollars de Bitcoin. Ça c'est si on était descendu en ligne droite, parce que vous voyez, on est remonté, donc ça a été racheté, donc il a fallu revendre, etc. etc. Mais là, je vais vraiment schématiser pour que vous compreniez. Le but, c'est pas de vous expliquer leur stratégie, le but c'est de comprendre ce qui est caché derrière les ETF et à quel point c'est une boîte de Pandore pour eux. Donc imaginons, ils sont là, ils veulent diminuer le prix de 10%, il faut qu'ils injectent plus de 100 millions de dollars là-dedans. Mais il faut aussi en même temps qu'ils remboursent leurs clients qui veulent vendre, parce que s'il y a des clients qui sont en panique et qui veulent vendre, il faut aussi les rembourser. Donc ils ont besoin d'avoir des grosses sommes d'argent conséquentes. Alors je m'inquiète pas pour eux, ils les ont, mais je voudrais vous expliquer le cheminement derrière. S'ils mettaient 100 millions de dollars là-dedans, c'est leur argent qu'ils mettraient en ligne, premièrement, donc ils immobiliseraient de l'argent. Deuxièmement, ils pourraient prendre le risque de perdre de l'argent parce que peut-être que ça ne se passerait pas forcément comme ils le souhaitent. Et troisièmement, comme on l'a vu, eh bien, il va falloir mettre plus que 100 millions puisque c'est racheté, il faut revendre, c'est racheté, il faut revendre, etc. Donc faisons simple. Disons que je suis ici et je veux placer un short, c'est-à-dire je veux parier sur le prix à la baisse. Et je vais truquer un peu les marchés pour que artificiellement le prix baisse pour être sûr de gagner mon short, mon pari à la baisse. Donc là, je vais mettre des millions de dollars dans mon trade, mais il me faut aussi des millions de dollars pour manipuler le prix. D'accord? Donc ça commence à faire beaucoup de millions de dollars. Donc qu'est-ce qui serait le plus simple? Eh bien, ça serait que le marché, il tombe tout seul finalement. Comme ça, j'aurais pas besoin d'immobiliser cet argent, j'aurais pas besoin de vendre autant de Bitcoin. Je pourrais tout simplement profiter de la chute naturelle. Bien que j'ai provoqué artificiellement ce mouvement, il y a une chute naturelle qui pourrait opérer et j'aimerais profiter de ça. Je me dis, je vais faire chuter le marché de 5% sur cette bougie. Donc 5%, si on a vu ici, 17 millions pour faire baisser, on va dire que 5%, c'est à peu près 40 millions. Donc là, j'ai besoin d'injecter 40 millions pour faire baisser de 5%, et après, le reste suivra. Les ventes vont se faire de manière naturelle, ça va faire effet boule de neige. Pourquoi? Parce que déjà, on a un énorme fair value gap ici, baissier. En plus, on a clôturé plus bas que ce support-là. Donc, les traders qui s'y connaissent un peu savent qu'il y a de fortes chances qu'on continue la baisse. En plus, les traders qui s'y connaissent aussi savent qu'ici, il y a des liquidités à aller chercher, tous les stop-loss des gens qui ont parié à la hausse. Donc, il y a de très fortes chances qu'on aille chercher ces niveaux. Donc, la baisse
eh bien, pourraient continuer. Donc, les traders, qu'est-ce qu'ils font ? Ils veulent limiter leurs pertes. Alors, tous ceux qui se sont fait éjecter ici parce que ils sont peut-être rentrés sur ces niveaux avec un stop loss ici, eh bien, eux, déjà, ils ont été liquidés. Donc, ça a fait des ventes, ça a fait effet boule de neige, il y a encore plus de ventes, donc le prix descend encore plus. Ensuite, si je suis un peu malin, je vais couper mon trade moi-même, par exemple, et là, eh bien, ça fait encore plus de vente. Et puis si on descend encore un peu et qu'on arrive dans cette zone de liquidité, alors là ça enclenche tous les stop loss et ça fait encore plus de vente. Donc le prix, il a diminué tout seul avec un mouvement naturel. Donc eux, ils ont juste injecté 40 millions et tout le reste, ça s'est fait tout seul. Alors c'est beaucoup plus complexe que ça et des stratégies beaucoup plus complexes, mais je veux vraiment que vous compreniez le principe. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils enclenchent un mouvement baissier en faisant des ventes massives. Et le reste, c'est un effet boule de neige, ça s'enclenche automatiquement, les gens paniquent, les stop-loss s'exécutent, et donc du coup, ça fait de plus en plus de ventes. Mais je veux pas que mon prix descende trop bas, parce que je veux continuer à avoir des vaches à lait. Je veux continuer à ce que les gens achètent des ETF, parce que d'avoir des ETF, ça me permet de ne pas utiliser mon argent. Parce que les gens qui n'y connaissent rien vont acheter des ETF. Si vous y connaissez en crypto, vous allez préférer avoir vos crypto-monnaies dans votre portefeuille ou sur un exchange. Et donc, du coup, vous allez acheter vos cryptos vous-même. Vous n'allez pas passer par un ETF. Donc, qui passe par des ETF, soit des institutionnels, etc., soit éventuellement des particuliers qui n'y connaissent absolument rien en termes de cycle de crypto-monnaie. Et ils ne sont pas du tout habitués à ce genre de volatilité. Donc du coup, eh bien, ils peuvent rentrer en panique parce qu'on est allé chercher les 100 000 $. Donc ici, on est allé chercher les 100 000 $. On est monté un petit peu plus, puis on monte des signes de faiblesse pour retomber, sachant que beaucoup de gens pensaient que le sommet serait les 100 000 $ pour ce bull run. Donc qu'est-ce qui se passe ? Les gens peuvent paniquer et avoir peur. Ceux qui ont acheté leur ETF quand on était dans ces prix-là, ou même quand on était au mois de janvier carrément encore plus bas, c'est ça, dans ces prix-là, quand l'ETF est sorti, dans les prix dans les 60 000 $, ils arrivent à 100 000 $, ils vendent, ils vont pas prendre plus de risques, ils y connaissent rien. Donc là où je veux en venir, c'est qu'au lieu d'utiliser leur propre argent, mais c'est fantastique, les gens qui paniquent, c'est leur argent à eux qu'ils vont utiliser et non pas l'argent de BlackRock ou whatever quelle institution. Ils vont pas utiliser leurs réserves, ils vont utiliser l'argent des ETF. Donc l'argent de ceux qui ont acheté les ETF. C'est même pas leur argent. Donc c'est un outil de manipulation, mais magnifique. C'est pas leur argent, ils n'ont pas besoin d'immobiliser de l'argent et ça leur permet de manipuler le marché. Putain, mais c'est tout bénef pour eux. Ils en ont rien à foutre que le prix du Bitcoin y monte. Ce qui les intéresse, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens qui achètent des ETF parce que du coup, ils sont obligés d'acheter les Bitcoins. Mais je vous rappelle qu'ils achètent les Bitcoins avec l'argent des clients. C'est même pas eux qui mettent l'argent sur la table. Et plus ils possèdent de Bitcoin, plus ils peuvent manipuler les marchés parce que du coup, plus ils en possèdent, plus ils peuvent en vendre. Donc, ils peuvent avoir un impact sur le prix. Ça peut avoir un impact sur le prix. Parce que ça fonctionne, et les gens peuvent décider de vendre leurs ETF ou pas, mais je vous rappelle qu'ils font aussi des rebalancements. Ça peut être eux qui gèrent ça. Donc si vous avez confié la gestion totale de votre portefeuille à BlackRock ou whatever, mais ils utilisent vos bitcoins, vos ETF, ils les revendent. Ensuite ici, ils vont les racheter. Parce qu'il ne faut pas laisser le prix tomber trop bas, parce qu'on veut quand même attirer de nouveaux clients, de nouvelles vaches à lait. Donc on rachète. C'est ce qui fait les mèches. Parce qu'il ne faut pas que ça tombe trop bas. Puis après, on continue de lâcher un petit peu du mood, continue à vendre, parce qu'on n'a pas forcément atteint encore notre objectif, par exemple. Ok, j'insiste, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est pour vous comprendre le principe. Donc là, ils vendent un tout petit peu, ils injectent des fonds pour faire... ils mettent ici un gros short, donc ils mettent des millions de dollars sur un short pour parier à la baisse. Ça fait chuter le prix du Bitcoin. Donc, ensuite, ils vendent des ETF de leurs clients. Ensuite, il y a le mouvement naturel qui s'emballe. Alors, on va plus regarder avec ici, c'est plus flagrant que ici. Le mouvement naturel s'emballe, tout le monde a peur, ça fait des ventes massives, alors que eux, ils ont injecté un tout petit peu de leur capital. Tout le reste du capital, c'est le capital de leurs clients, ça leur coûte absolument rien à eux. Donc, leur but, c'est quoi ? C'est d'avoir le plus de Bitcoin possible. Et puis faire des rebalancements. Je les vends, je les rachète. Je les vends, je les rachète. Et comme j'ai shorté, donc j'ai parié à la baisse,
je viens de gagner 10% ici, je viens de gagner 10% ici, je viens de gagner 20% ici, parce que c'est moi qui manipule le prix, je sais plus ou moins où on va monter, donc je sais plus ou moins où je peux me positionner pour passer un short. Donc là, j'ai déjà gagné 10, 10 et 20, on va dire 40% en 2 mois. Sachant qu'ils font pas des petits trades de 1000 $, ils font des trades de millions de dollars. Et ensuite, eh bien, ils vendent les ETF, ils rachètent les ETF, ils les revendent, ils les rachètent, etc. Puis ils les rachètent à bas prix. Donc là, par exemple, ils les ont revendus. Donc, non seulement ils se sont fait de l'argent sur la descente en ayant placé un short, mais en plus, ils ont utilisé les ETF de leurs clients pour vendre. Mais là, regardez, on va descendre peut-être encore plus bas, mais même si on n'est que ici, s'ils les ont vendus ici à 105 000 et qu'ils les rachètent ensuite à 84 000, ils se font encore de l'argent. Sur la remontée, il va y avoir de l'argent. D'autant plus que là, c'est les shorts, mais imaginons qu'ils parient aussi sur les longues. Donc là, par exemple, ils savaient qu'on allait remonter, imaginons, 17%. De là à là, 20%. Si on remonte de là à là, 25%. Boum, boum, ding, 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 jackpot à chaque fois. Avec l'argent des ETF, avec les bitcoins que les clients ont achetés, ce ne sont même pas les leurs, ce ne sont pas leur argent. Est-ce que vous comprenez l'intérêt des ETF et de cette boîte de Pandore absolument magnifique? C'est une façon, mais alors, phénoménale de gagner de l'argent. On vous donne les outils pour manipuler le marché parce que à eux tout seuls, ils n'auraient jamais pu acheter autant de bitcoins, c'est pas possible. D'accord? Je vous rappelle BlackRock possède 3% de l'offre du bitcoin et les autres ETF 6% en globalité. C'est énormément de bitcoin. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, plus les gens achètent des ETF, plus ils emmagasinent des bitcoins qu'ils n'achètent pas avec leur propre argent, c'est les clients qui achètent. Et en plus, ils se font de l'argent au passage parce qu'ils facturent des spreads et des frais de gestion. Mais est-ce que vous vous rendez compte, mais du cadeau monstrueux que l'univers vient de leur faire? Ils sont payés, c'est-à-dire que les gens leur donnent de l'argent pour engranger un outil qui permet de manipuler les marchés. Mais c'est merveilleux! Maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer les stratégies qu'ils appliquent en temps normal, donc ils savent déjà faire tout ça, avec l'argent de leurs clients. Avec les bitcoins qu'ils ont achetés grâce à l'argent de leurs clients. Parce qu'on ne voit pas tout ce qui se passe par transparence avec les ETF. Ils sont obligés d'avoir le montant de bitcoin, mais par rapport à la vente, s'ils font des rebalancements entre leurs comptes, le client ne le sait même pas. Lui, il a son ETF, il s'en fout, il ne sait même pas que son argent vient d'être vendu, par exemple, et puis qu'ils l'ont racheté ici, par exemple. Parce que c'est tout confondu. C'est pas un bitcoin n'est pas attitré à un client en particulier. Vous comprenez? Donc là, mais c'est merveilleux, c'est une boîte de Pandore absolument extraordinaire. Donc plus le cycle dure, plus il y a des phases d'accumulation et plus c'est tout bénef pour eux parce que c'est un range. Donc on sait où se trouve la borne haute et où se trouve la borne basse. Regardez, il y a 8 mois, l'été dernier là. Quand on est resté 8 mois dans ce grand range, on a notre borne haute ici et on a notre borne basse ici. Pendant 8 mois, ils ont fait ça. Ils ont accumulé de l'argent. Alors, nous, on croit qu'ils ont accumulé des bitcoins pour leurs clients, et c'est vrai. Ils ont accumulé des bitcoins pour leurs ETF, totalement vrai, et ils ont maintenu le prix stable pour justement acheter à bon prix. Mais ils n'ont pas fait que ça, c'est la face visible de l'iceberg. Après, à chaque mouvement, ils se sont fait des millions de dollars en shortant ou en faisant un long sur les marchés et en utilisant l'argent, les bitcoins que leurs clients leur ont donné. Pendant 8 mois, est-ce que vous vous rendez compte de tout l'argent qui est amassé? Donc c'est dans leur intérêt de faire des phases d'accumulation encore et encore et encore. Allez, une phase d'accumulation, une phase de hausse, comme ça on engrange en plus des profits sur les bitcoins, mais en plus de ça, on attire des nouvelles personnes parce qu'ils sont attirés par l'appât du gain et ça fait de la publicité, c'est la meilleure publicité. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on monte pendant 1 mois et ensuite, boum, allez, on se refait notre période d'accumulation. Et il y a fort à parier, qu'est-ce qui va arriver après? On remonte pendant 1 mois et boum, période de distribution ce coup-ci, je pense, pas accumulation parce qu'on arrive en fin de cycle. Mais bon, vous comprenez que c'est dans leur intérêt de faire stagner le prix de côté le plus longtemps possible. Parce que tant que le prix stagne de côté, c'est là où eux, ils font le plus d'argent.
C'est pas là qu'ils font le plus d'argent. Ils ont placé un long ici peut-être, mais ils ont qu'une seule transaction qui fait que monter. Alors qu'ici, ils peuvent placer des dizaines de transactions. D'autant plus qu'ils ont plusieurs transactions en même temps. D'accord? Là, je vous ai donné l'exemple où on vend ici. Alors par exemple, on achète ici par exemple et on attend de remonter ici pour vendre. Mais entre-temps, on va pas monter en ligne droite. On va monter, on va redescendre, on va remonter, on va redescendre, etc. On va y aller par escalier. Mais eux, ils peuvent prendre des positions régulièrement à chaque palier. Donc, c'est pas juste une transaction qu'ils font. Puis en plus de ça, ils se couvrent très souvent. C'est ce qu'on appelle les order blocks d'ailleurs. Ils vont parier à la baisse et à la hausse en même temps. Et c'est pour ça que dans les order blocks, on veut retourner fermer leur pari. Parce que par exemple, imaginons ils sont un order block à la hausse, donc on place un long, donc on parie à la hausse. Mais imaginons que ça se passe pas trop comme je veux, je place en même temps sur cette bougie par exemple, je place, alors c'est pas du tout un order block ici, mais c'est pour vous expliquer. Sur la première bougie haussière, je place un long, donc justement je fais augmenter le prix et donc ça lance la vague haussière parce que je viens de mettre beaucoup d'argent pour parier à la hausse. Et puis sur la dernière bougie à la baisse, c'est le contraire, j'ai placé un short pour m'assurer que si ça se passe pas comme je veux, c'est pas grave, je peux aller récupérer l'argent en pariant à la baisse. Sauf que donc du coup ça crée des order blocks. Donc je redis, c'est pas un order block ça, d'accord? Mais imaginons que ça en soit un. Et bien du coup, on va tracer notre petit order block comme ça, et voilà, imaginons. Donc ça veut dire que ici, il y a eu autant d'ordres à la baisse qu'à la hausse. J'attends, le marché fait ce que je veux, c'est parfait, il repart à la hausse. Donc là, je vais le refaire redescendre pour aller clôturer ici mon ordre à la baisse, parce que sinon, je vais me faire liquider. Donc du coup, on redescend. On va fermer ici notre ordre, donc on clôture notre pari à la baisse, et ensuite on réinjecte de l'argent, et on remonte, et on relance dans la bonne direction, vous comprenez? Avant, on teste le marché pour être sûr qu'on va bien aller à la hausse, c'est bon, ok, parfait, je redescends, je clôture mon trade, et on fait repartir les marchés. C'est pour ça que les order blocks, quand on fait du trading, on utilise les order blocks, parce qu'on sait qu'on va aller le refermer, et ensuite, on a la direction du marché, et ensuite, on sait qu'on devrait rebondir dessus. Ça, c'est la théorie. Voilà. Mais c'est pour ça que c'est utilisé dans le trading. Donc, est-ce que vous comprenez à quel point les ETF sont un produit dérivé de manipulation et encore une fois, de contrôle des marchés et qu'il n'y a rien de naturel à ça. Avant que les ETF n'arrivent et que les institutionnels n'arrivent sur le Bitcoin, on avait des grandes montées, mais c'est pas dans leur intérêt comme je viens de vous le démontrer. Eux, ils préfèrent trader de côté le plus longtemps possible. Donc, étant donné qu'ils sont sur les marchés et ils sont pas prêts de sortir, parce que là, je viens de vous démontrer qu'ils ont une vache à lait et une boîte de Pandore entre les mains, qu'ils ne sont pas prêts de lâcher. C'est une machine à fric, c'est une imprimante à billets, ce truc. Donc, il y a fort à parier que du coup, les cycles, ils vont changer en conséquence. On va se taper des phases d'accumulation, donc des latéralisations de plus en plus. On va latéraliser, monter, latéraliser, monter, latéraliser, monter. Alors au final, on monte. Mais est-ce que j'ai envie d'avoir un marché comme ça qui me fait chier, ou vous l'avez vu là, c'était insupportable. C'était un marché, ce cycle était un cycle vraiment hyper ennuyant et hyper chiant. Puis on peut jamais savoir ce qu'ils vont faire. Eux, ils le savent, mais pas nous. Donc, le plus simple, c'est de faire comme eux. On est en phase d'accumulation, on accumule. Ils montent, on retombe dans une phase d'accumulation, on fait comme eux. On vend et on rachète au plus bas de la phase d'accumulation. Et puis, on attend le prochain marché haussier et on vend, etc., etc. Le plus simple, du coup, c'est de faire comme eux. Alors, c'est chiant, ça va être des marchés beaucoup plus chiants, ça va stabiliser plus ou moins la volatilité du Bitcoin, et des cryptos sûrement. Mais le bon côté, c'est que du coup, c'est plus simple à suivre parce que c'est facile. Enfin, c'est facile. Disons que c'est plus facile d'identifier des phases d'accumulation et de distribution et de suivre ce qu'ils font. Vous voyez, ils laissent des traces, c'est quand même assez flagrant. Ça versus ça, vous voyez que ça n'a rien à voir. Donc, ils laissent des traces. Donc, c'est plus facile pour les suivre. Ça sera plus facile pour se positionner pour ceux qui savent s'adapter à ça. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons parler de la pénurie de Bitcoin, de son prix et des stratégies à adopter. Et croyez-moi, vous ne voulez pas rater cette vidéo. Alors, rendez-vous service, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne pas manquer le dénouement de cette série. Il faut changer notre façon de faire et s'adapter aux nouvelles règles du jeu.
J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, etc. pour que l'algorithme puisse mettre cette vidéo en avant. Sur ce, à très vite dans la prochaine vidéo. Bye!